Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daniel Ciampi de Andrade. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Je vais vous parler de la douleur chronique de Novo dans le cadre du syndrome post-Covid-19, des problèmes de nomenclature et des données cliniques actuelles. Voici mes conflits d'intérêts. Nous utilisons plusieurs termes et nomenclatures pour désigner les patients qui restent symptomatiques après avoir eu la Covid. Le terme « long haul Covid » apparaît. Dans la revue Neurologie, lorsque l'anglais n'est pas notre langue maternelle, ce terme n'est pas très intuitif. Les longs haulés sont des patients qui vont parcourir un long chemin avec la maladie avant la disparition des symptômes. C'est le concept principal désigné par ce nom, traduit par Covid long en français. Nous avons d'autres noms, utilisés par les institutions, comme le syndrome post-Covid, utilisé par le NHS. Le sigle PASC utilisé par l'Institut américain de la santé, NIH, signifie séquelles post-aiguës de la Covid-19. Covid post-aigu, pathologie post-Covid-19, l'OMS utilise cette terminologie, il préfère le terme pathologie, pour ne pas l'associer à une maladie particulière, séquelles tardives de la Covid-19. Les CDC utilisent ce terme ainsi que syndrome de Covid chronique. Quel que soit le terme utilisé, les définitions nous aident à comprendre ce qui se passe. La Covid-19 post-aiguë correspond à des symptômes qui commencent au-delà de 4 semaines après la fin de l'infection aiguë. Aucune réplication viable du virus n'a été détectée après 3 semaines. Au bout de 4 semaines, les patients qui restent symptomatiques ne sont plus infectés. Ils ont des complications de l'infection. Donc, la Covid post-aiguë perdure un mois après la fin de l'infection, puis est divisée en Covid-19 subaiguë d'1 mois à 3 mois, soit de 4 à 12 semaines. Et le terme Covid-19 chronique ou syndrome de stress post-Covid pour les symptômes, qui durent plus 12 semaines après l'infection aiguë et surtout non attribuable à d'autres pathologies. Je préfère partager les symptômes en 2 grands groupes selon la présentation clinique du point de vue du personnel soignant. Le premier regroupe les complications aiguës, qui entraînent des effets à long terme. Les complications aiguës apparues pendant l'hospitalisation, puis principalement les séquelles. À long terme, avec plusieurs de ces complications. L'une d'elles est l'encéphalopathie, qui provoque une confusion, une désorientation, une agitation et une somnolence. Chez 80% de ces patients, l'encéphalopathie peut entraîner un délire, potentiellement réversible, qui est différent de l'encéphalite, associé à une altération de l'état mental, de la fièvre, des crises d'épilepsie, une modification du liquide cérébrospinal. Les résultats focaux à l'IRM montrent une encéphalopathie très fréquente et une encéphalite très rare. L'AVC fait aussi partie de ce groupe. Nous savons que les patients Covid ont 1 à 3% de risque d'AVC, pouvant atteindre 6% en réanimation, ce qui est 7 fois plus que les patients infectés par le virus influenza avec Covid en réanimation. 20 à 40% de ces patients peuvent avoir des arythmies cardiaques significatives et des bactériémies, chez 10% des patients, mais dans ces cas, le risque d'AVC augmente de 20%. Donc les AVC sont très fréquents. Tous les types d'AVC et de patients avec Covid. Il y a aussi des troubles post-infection virale non immunitaires, comme l'ADEME, c'est-à-dire l'encéphalomyélite aiguë disséminée, l'encéphalite hémorragique et le syndrome de Guillain-Barré. Toutes ces complications sont fréquentes après une infection virale, comme dans la grippe, et ont également été rapportées après la Covid, ce qui peut entraîner des séquelles, sans parler d'un sujet très spécifique qui sera abordé dans d'autres présentations, à savoir les complications dues au séjour en réanimation, associées aux médicaments, aux blocs musculaires, aux myorelaxants, à la sédation et à l'immobilisation. Mais nous observons aussi des complications à long terme insidieuses. Les complications aiguës que nous observons, par exemple, l'AVC chez le patient avec une douleur centrale post-AVC et une douleur post-AVC. Que sont les complications insidieuses à long terme? Les complications sont des symptômes qui apparaissent lentement pendant l'infection aiguë et perdurent après l'infection. Il y a des exceptions, mais c'est le schéma habituel. Certaines de ces complications insidieuses sont communes à d'autres infections virales, par exemple, le parkinsonisme, la dépression, le déclin cognitif, le trouble du stress post-traumatique lié au séjour en réanimation, l'anxiété. Toutes ces complications ont été rapportées dans d'autres infections virales, dans d'autres scénarios, et elles surviennent aussi après la Covid, avec une atrophie des hippocampes et un déclin cognitif qui ont été rapportés, pendant longtemps, tout comme la douleur chronique. Pour les survivants du SARS, de Zika, du virus Epstein-Barr et pour le syndrome mononucléosique, qui est relativement fréquent. Les spécialistes des maladies infectieuses voient souvent ces patients.
La douleur chronique après le virus influenza existe dans certaines régions du monde, comme au Brésil, avec les infections au virus HTLV, entraînant une douleur chronique. Nous savons donc que la douleur est fréquente, comme le montrent plusieurs études, après la phase aiguë de la Covid. Entre 20 et 40% des patients pendant la phase d'infection aiguë, en ambulatoire ou à l'hôpital, présentent une douleur aiguë et plusieurs études confirment également qu'après les semaines qui suivent l'infection, dans un contexte post-Covid, entre 20 et 30% des patients présentent une douleur. Ils souffrent de douleurs. Donc, des douleurs chroniques qui commencent après la Covid, qui durent souvent plus de 3 mois. Pour organiser et nommer, nous devons nous souvenir que la douleur touche l'ensemble de la population. Au moins un cinquième de la population souffre de douleurs chroniques. Il est parfois difficile de distinguer la douleur chronique aggravée par la Covid de la douleur chronique de novo due à la Covid. Cette idée peut s'organiser autour de 3 classifications que nous proposons pour la Covid-19. L'une de ces classifications concerne les patients avec des douleurs chroniques, par exemple, des migraines ou des lombalgies ou une fibromyalgie antérieure à la Covid et chez qui la douleur n'a pas varié après la Covid. Ces patients existent et doivent être reconnus. Un autre scénario concerne les patients atteints de douleurs chroniques aggravées par la Covid-19. Ils ont la même douleur chronique. Nos patients migraineux auront plus de crises de migraine pendant l'infection. Le troisième scénario concerne les patients qui n'avaient pas de douleur chronique. Ils développent une douleur chronique résiduelle de la douleur aiguë ressentie durant l'infection. Dans certains scénarios, et c'est discutable, certains patients ont des douleurs chroniques ou des symptômes qui n'apparaissent pas immédiatement après l'infection, mais plusieurs semaines ou mois après l'infection. Ce scénario, dans le cadre des infections à SARS-CoV-2, reste ouvert au débat, mais il existe. Nous avons donc des douleurs non liées à la Covid-19, des douleurs aggravées et des douleurs liées à la Covid-19. Nous pourrons classifier les patients selon cette approche. La Covid-19 peut-elle provoquer des douleurs chez les personnes non douloureuses? Si oui, nos questions principales portent sur la fréquence des symptômes douloureux. La plupart du temps, la douleur Covid est brève, mais peut devenir chronique. Comment la prendre en charge? Nous avons des questions sur quelques points. Nous avons des réponses pour certaines mais pas pour toutes. Vous allez le voir, les premières études parues portaient sur les migraines. Nous avons des données provenant d'Espagne, du Brésil et de France. Ces rapports étaient basés, pour la plupart, sur des cohortes rétrospectives, mais certaines étaient prospectives. La plupart des patients étaient interrogés par téléphone. Les dossiers médicaux ont aussi été évalués. Quelques-uns ont été interrogés en face à face. Ces études montrent plusieurs choses. Il y a les maux de tête, qui touchent en effet une proportion considérable des patients, soit la moitié, pendant la phase aiguë et les semaines qui suivent. Les céphalées sont fréquentes pendant et juste après la Covid, on le voit dans ces études. Certains ont des céphalées pendant la phase aiguë de la Covid, que le patient soit hospitalisé ou non. Des rapports indiquent que les céphalées aiguës sont associées à moins de décès. Pour l'anosmie également, cela reste à confirmer, mais plusieurs études établissent ce lien. À ce jour, ces études ne sont pas des études comparatives. Elles n'évaluaient que les céphalées et non les patients qui avaient des symptômes au-delà de 3 mois. Nous ne pouvons donc pas utiliser le terme « douleur chronique » pour désigner ces patients, et nous n'avions pas d'informations précises sur les douleurs chroniques antérieures. Nous ignorons si ces patients avaient des migraines chroniques avec une aggravation des migraines après la Covid, ou s'il s'agissait de céphalées de novo dues à la Covid. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la prévalence de la douleur chronique antérieure chez ces patients. Autre question, les symptômes post-Covid-19 durent-ils au-delà de 3 mois? La première étude de grande envergure concernait une population de patients chinois. Ces patients ont été évalués par téléphone ou Internet. Les patients avaient la Covid et prenaient des AINS, 6 mois après une infection. Les symptômes ont été classifiés comme symptômes de novo s'ils remplissaient nos critères d'apparition récente, s'agissant de symptômes persistants ou de tout symptôme plus intense qu'avant la Covid-19. Ils avaient plusieurs symptômes, la fatigue étant généralement le premier symptôme, avec l'acémie, et plusieurs d'entre eux pourraient être liés, soit à une douleur chronique, soit à des symptômes dysautonomiques, une fatigue et des troubles du sommeil, des perturbations de l'odorat, en premier, puis la douleur articulaire, la perte d'appétit, les perturbations du goût, des vertiges, des douleurs thoraciques, des myalgies et des céphalées détectées dans une proportion de ces patients de l'étude. Relativement faible, mais toujours présente et chronique après la Covid. Nous avons développé et publié cette étude en tentant de résoudre la question de la présence de douleurs chroniques de novo après la Covid. Nous avons comparé les patients pendant la première vague de 2019 jusqu'à la vague de 2020 et nous avons comparé les patients hospitalisés dans le même établissement, dans un hôpital différent.
Mais il s'agissait de patients sans Covid. Nous avons comparé les patients qui avaient la Covid aux patients d'autres hôpitaux dans le même système de santé, sans Covid au même moment. Et ces patients avaient à peu près le même profil, hormis la maladie cardiaque. Le groupe témoin avait plus de maladies cardiaques, parce qu'il s'agissait d'un institut de cardiologie. Plusieurs différences liées à la réanimation. Les patients avec la Covid sont restés plus longtemps en réanimation, mais la proportion de patients recevant une ventilation mécanique était proche de celle du groupe témoin. Ce sont les informations de référencés. Chez les patients atteints de Covid, 10% avaient une douleur chronique antérieure. Si on observe les douleurs de novo, les nouvelles douleurs, ou un patient qui n'avait pas de douleur avant la Covid, on découvre que la douleur est plus fréquemment localisée dans la tête, les jambes et généralisée chez environ un quart des patients. Dans cette proportion, 65% des patients avaient une douleur d'apparition récente, c'est-à-dire des patients sans douleur chronique, sans douleur, qui ont une douleur de novo par rapport au groupe témoin, qui était à 11%, et des douleurs chroniques d'apparition récente. Plusieurs de ces patients ont été interrogés plus de 3 mois après l'infection aiguë et nous avons découvert que près de 20% de patients dans le groupe Covid présentent une douleur de novo ou un nouveau type de douleur s'il avait des douleurs antérieures qui duraient plus de 3 mois. Cela montre que la douleur chronique existe et qu'elle touche une proportion significative de ces patients. Si l'on examine en particulier les céphalées de novo concernent près de 40% des patients. Principalement les céphalées quotidiennes chroniques, présentent presque tous les jours pendant 3 mois chez 13% des patients, contre 0 dans le groupe témoin. Ces céphalées avaient plusieurs caractéristiques identiques à la migraine. La céphalée de novo était associée à une photophobie, des nausées et des vomissements chez 40% des patients. Il s'agissait souvent de douleurs pulsatiles unilatérales et d'irradiation rythmique, aggravées par l'orthostatisme ou la manœuvre de Valsalva ou l'activité physique clinique de routine pour une proportion significative de patients. Les patients atteints de Covid étaient traités avec les médicaments connus et fréquemment utilisés pour la douleur nociceptive, c'est-à-dire des analgésiques courants et des AINS, du méthimazole, qui est très utilisé au Brésil, et certains ont reçu des myorelaxants. Autre question. Un autre point très important est lié au fait que la plupart de ces études, sinon toutes ces études, portaient sur les symptômes. En raison de l'infection, dans le cadre de la pandémie, il était très difficile de voir les patients en face à face. Donc, tout ce que l'on sait concerne des symptômes évalués lors d'entretiens téléphoniques ou dans des questionnaires transmis par email. Il nous manque de nombreuses informations cliniquement pertinentes, parce que nous n'avons pas examiné ces patients et publié ces données à ce jour. Je vais vous présenter des données d'une étude clinique que nous réalisons. Nous interrogeons et examinons les patients dans le cadre d'un examen neurologique normalisé au chevet du patient, et de quelques autres examens QST. Nous évaluons les patients hospitalisés ou non pendant l'infection, qui avaient tous été infectés par le SARS-CoV-2. Ils étaient interrogés à 3 mois du début de l'infection. Nous pensons évaluer 300 patients. Je vais vous montrer les données de 132 patients. Que dire des douleurs chroniques antérieures et de la Covid? Certains patients avaient des douleurs chroniques antérieures. Que est-il advenu pendant l'infection? Parmi ces patients qui présentaient des douleurs chroniques antérieures, soit 43 patients, 65% ont présenté une aggravation de la douleur chronique, 34% n'ont ressenti aucun changement, 5% ont connu une résolution des douleurs, et 5% ont connu une amélioration. Les douleurs chroniques de la plupart des patients se sont donc été aggravées pendant l'infection. Pour quelques-uns, il n'y a aucun changement dans la douleur chronique. Si l'on compare les patients présentant une aggravation des douleurs chroniques, et ceux qui n'ont pas connu d'aggravation, ces patients étaient plus ou moins similaires, ils avaient le même âge, même genre, même pourcentage d'hospitalisation, d'hyposmie ou hypogueusie, et de fatigue. Ces variables n'étaient pas différentes entre les patients présentant des douleurs chroniques antérieures, qui avaient une aggravation, versus ceux qui n'ont pas eu d'aggravation de la douleur chronique. Nous avons examiné les douleurs de novo après la Covid. Si l'on examine tous ces patients, ceux qui avaient une douleur de novo représentaient 52% des patients que nous avons interrogés. Étage 5% d'entre eux présentaient une douleur de novo avec résolution au moment de l'entretien et 47% avaient une douleur persistante. Il s'agissait donc d'une douleur d'apparition récente persistant au moment de l'entretien. Tous ces patients avaient une douleur chronique de novo après la Covid parce qu'il était évalué, par définition, à 3 mois de l'apparition de l'infection aiguë. Le score au questionnaire DN4 était positif chez 32%. Si l'on compare ces patients aux patients sans douleur chronique d'apparition récente, ceux qui avaient une douleur de novo à ceux qui n'en avaient pas, les âges étaient similaires, soit environ 45 ans,
le pourcentage d'hospitalisation était d'environ un tiers, les douleurs chroniques antérieures étaient de 30% environ, la fatigue antérieure pré-Covid-19 présentait les mêmes pourcentages et le délai depuis l'infection était en moyenne de 9 mois dans les deux groupes de patients avec douleur. Avec une douleur chronique d'apparition récente après la Covid, les femmes étaient plus touchées avec 81%, 71% présentaient une hyposmie ou une hypogueusie et 77% avaient une fatigue d'apparition récente. Les patients ayant une douleur chronique d'apparition récente et plus de fatigue ou d'hyposmie étaient généralement des femmes. L'intensité était relativement élevée. Sur une échelle de 0 à 10, l'intensité moyenne de la douleur au cours de la semaine écoulée était de 6,8. La fréquence de la douleur était aussi très élevée. La plupart des patients, environ 40% d'entre eux, présentaient une douleur entre 22 et 28 jours sur les 30 jours écoulés. La douleur était donc présente chaque jour, ou presque. Si l'on observe l'interférence, sur une échelle de 0 à 10, ces patients avaient un score d'interférence BPI moyen de 4. Des interférences étaient vécues dans la plupart de leurs activités. En témoigne leur score d'interférence BPI. Leur qualité de vie était fortement perturbée et détériorée. Le score de leur état de santé actuel selon le questionnaire Eurocall était très élevé, à 67 en moyenne sur une échelle allant de 0 à 100. En conclusion, la Covid-19 peut-elle provoquer des douleurs de nouveau chez les personnes qui n'avaient pas de douleurs antérieures selon les données dont nous disposons? Oui. De nombreuses données montrent que les patients sans douleurs chroniques peuvent développer de nouvelles douleurs, le plus souvent des céphalées, mais aussi des douleurs dans les jambes, présentes quasi tous les jours, 3 mois après le début de l'infection. Dans ce cas, quels symptômes douloureux sont les plus courants? Il reste de nombreuses données à examiner, mais à ce jour, les céphalées sont les plus fréquentes. Les patients ayant une douleur aux jambes sont examinés dans cette étude. Nous trouvons une proportion relativement élevée de patients avec un score DN4 élevé, même si le DN4 est un outil de dépistage, mais dans la population globale la positivité est d'environ 7%. Dans ce type d'évaluation, bien sûr, nous avons des biais, avec des patients qui ont eu une Covid grave ou qui étaient symptomatiques. Ils tendent à participer plus souvent aux études que les patients sans symptômes, mais 32% reste une proportion relativement élevée. La douleur post-Covid est-elle de courte durée? Elle peut être de courte durée chez certains patients. 5% de notre échantillon a connu une résolution de la douleur post-Covid. Évaluée en moyenne à 9 mois, la plupart des patients sont restés symptomatiques, mais la douleur peut être éphémère ou devenir chronique. Donc oui, c'est possible. Comment peut-elle être prise en charge correctement? C'est une question pour l'instant sans réponse claire. La réponse dépendra fortement des syndromes que nous trouverons le plus souvent. Actuellement, nous avons de nombreuses questions et quelques réponses. Nous espérons, nous sommes optimistes. Nous aurons de nouvelles réponses dans un avenir proche. J'aimerais vous remercier de votre attention. Vous trouverez les références que j'ai utilisées en scannant ce code QR. Merci beaucoup.